Je passe tout de suite la parole à notre prochaine conférencière, Madame Claire Depardieu. Claire est chercheuse postdoctorale à l'Université Laval sous la direction de Jean Bousquet et moi-même. Et le titre de sa présentation, c'est de la dendrochronologie à la génomique, une approche intégrée pour étudier l'adaptation à la sécheresse chez l'épinette blanche. Claire. Bon matin à tous. C'est vraiment avec un grand plaisir que je présente aujourd'hui les résultats de mon postdoctorat. Donc, je vais vous parler aujourd'hui comment on peut intégrer la dendrochronologie et les approches de génomique pour en savoir un petit peu plus sur les bases génétiques de la tolérance à la sécheresse chez l'épinette blanche. Comme vous le savez, on fait face à des changements climatiques qui sont très rapides et qui impactent nos forêts de différentes façons. Donc, on a l'augmentation des feux de forêt, l'augmentation aussi des attaques d'insectes et aussi tous les stress abiotiques qui sont associés à l'augmentation de la fréquence et de l'intensité d'événements extrêmes, dont la sécheresse, qui est vraiment très important, qui a un impact très fort là, sur nos forêts canadiennes. Donc, face à ça, on a plusieurs approches. Donc, notre but, ça serait de sélectionner, puis de pouvoir replanter des arbres qui soient résilients et tolérants à la sécheresse. Ou alors, si on considère une seule espèce, on peut exploiter la variabilité génétique qu'on trouve au sein de cette espèce-là. Donc là, on fait face à des changements climatiques très, très rapides et en même temps, on travaille avec des espèces qui ont des longs temps de régénération, que sont les conifères. Donc effectivement, on a vraiment besoin et de façon urgente d'identifier les arbres qui soient adaptés pour des contextes climatiques futurs. Et puis, on a besoin d'identifier plus précisément, donc soit des espèces, si on travaille avec plusieurs espèces, mais si on travaille avec une seule espèce, on doit aussi identifier des populations ou même des arbres qui soient résilients à ces nouveaux contextes climatiques-là. Donc, chez les conifères, on a encore beaucoup de lacunes au niveau de tout ce qui est mécanismes écologiques qui sont sous-jacents à cette tolérance à la sécheresse. Je vais identifier 2 points ici. Le premier, on n'a pas trop d'idées encore de la variabilité génétique qu'on peut trouver quand il s'agit de regarder les réponses des arbres au stress abiotique ponctuel. Le deuxième lacune qu'on a, c'est que quand on veut sélectionner un arbre qui soit résilient, ça c'est le but. Mais à date, on n'a pas identifié tous les paramètres. Qu'est-ce qu'il faut que je mesure sur mon arbre très concrètement pour dire ah ben oui, lui, effectivement, il va être résilient à la sécheresse, puis il va être bien productif dans l'avenir. Et puis, si on n'a pas une idée des paramètres qu'on doit prendre, on a encore moins une idée de quels gènes sont importants, qui sont impliqués dans la tolérance au stress hydrique. Donc, tout d'abord, je vais définir la résilience. Donc, qu'est-ce que la résilience? Vous imaginez une personne très productive, etc. Et puis, vient la pandémie. Alors là, pouf, hop, on a une baisse de productivité assez abrupte. Et donc, ensuite, suite au choc, la personne, elle va être obligée de retrouver une certaine productivité. Donc là, il va y avoir une phase de recouvrement. Et puis, on définit la résilience comme étant le ratio entre la productivité que vous aviez avant cet événement de stress versus la productivité que vous aurez après l'événement de stress. Donc, dans nos études, là, on avait un seul jardin commun. Donc, on a été prélever des graines de différentes populations. Là, vous le voyez en noir sur la carte. Puis, on a été planter nos arbres sur un même site. Ces populations, elles venaient de milieux relativement humides, que vous voyez ici en bleu sur la carte, versus des milieux relativement secs en orange ou en rouge sur la carte. Et donc, on a comme ça 43 provenances. On avait différentes familles qui étaient représentées pour chacune des provenances. Et on avait plus de 1400 arbres pour lesquels on avait un certain nombre de paramètres qu'on avait mesurés. Et en même temps, on a beaucoup de chance, on avait aussi l'information génétique, donc on avait des marqueurs moléculaires. Donc, ce que j'ai fait dans un premier temps, j'ai regardé la croissance de mes 43 populations. Donc là, vous le voyez sur le graphique, vous avez la productivité en fonction du temps. Et sur notre chronologie, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on a un moment, là, en 2001-2002, ce qui correspond à une sécheresse vraiment drastique, là, forte en intensité et puis
assez longue dans le temps aussi, et on a une baisse de croissance de ces 43 populations-là. Donc, ensuite, ce que j'ai fait, j'ai regardé donc la résilience, puis la résilience en fonction de la croissance, comme vous le voyez sur le graphique ici. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que les arbres qui viennent d'origine géographique, donc où le milieu est plus sec, non seulement elles sont très productives sur notre site, mais en plus, elles sont résilientes. Et ça, ça contraste avec les arbres qui venaient, eux, de populations beaucoup plus, de milieux relativement humides, ou qui n'ont pas été très productifs au niveau du site et qui en même temps ne sont pas résilients à la sécheresse. Donc là, vous le remarquerez, il n'y a pas d'histoire de trade-off, on n'a pas à choisir entre la résilience et la croissance. Donc ça, c'est un résultat très intéressant. Donc on a été évaluer l'héritabilité de ces traits-là. Et je ne vous ai pas tout présenté ici, mais en gros, parmi les paramètres qu'on avait étudiés, eh bien, vous le voyez ici, la résilience est un des traits les plus héritables. Donc ça, c'est très, très intéressant parce que ces deux informations-là, ça nous suggère que oui, on est capable pour l'épinette blanche de sélectionner des arbres qui seraient à la fois résilients à la sécheresse et productif, et en plus, ce trait-là est résilient. Donc ça fait l'objet d'une publication déjà parue dans le journal New Phytologist. Et puis là, je vais revenir à ma deuxième lacune que je vous ai énoncée plus tôt. Il s'agit de savoir maintenant quel trait précisément là, il faut considérer pour dire que mon arbre est tolérant à la sécheresse, puis quel gène contrôle tout ça. Donc, on a publié, on a fait la couverture du journal Molecular Ecology il y a quelques mois. Et donc, là-dedans, on montre comment on peut combiner des études d'association, donc approche génomique, avec des données transcriptomiques, des données d'expression des gènes, pour pouvoir obtenir certaines réponses. Donc, on a utilisé des associations génétiques, donc il y en a deux types. Soit on corrèle les génotypes, donc nos marqueurs moléculaires, avec nos paramètres des arbres, les phénotypes. Donc à ce moment-là, on fait des analyses GPA. Et en parallèle, on a aussi corrélé donc, nos génotypes avec l'environnement de nos populations, dans le fond, là, au point géographique d'origine. Donc, pour le GEA, on a utilisé deux méthodes complémentaires, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, et nos variables climatiques, en fait, représentaient des gradients d'aridité. Donc, on a utilisé différents indices là, qui reflétaient des gradients d'aridité. Dans un second temps, on a aussi fait des analyses donc GPA, et là, on a été avec des analyses multivariées en utilisant le logiciel GEMA. Et ce qui est important ici, c'est de retenir les phénotypes qu'on a retenus. On a retenu 11 phénotypes pour lesquels on avait une bonne héritabilité. Donc, on en a retenu 11. Et donc, parmi ces 11-là, on a pris des phénotypes dits traditionnels ou conventionnels, ce qu'on prend d'habitude en foresterie, c'est-à-dire la hauteur et le diamètre à 38 ans. Mais on a aussi testé comme des nouveaux traits phénotypiques qui, là, on a une résolution temporelle beaucoup plus fine cette fois-ci. On les a appelés les traits qui sont plus relatifs à la sécheresse. Donc ça comprend les traits tels que la densité du bois, la paroi des trachéides et aussi le diamètre radial des trachéides. Et puis, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, on a aussi étudier des traits relatifs à la résilience. Donc, on avait 3 traits à tester ici. Et puis, un troisième subset de traits qui est intéressant, c'était des traits qui reflétaient vraiment la réponse des arbres face à la sécheresse, mais dans une perspective à plus long terme. Et là encore, on a considéré la densité du bois, la paroi et le diamètre radial. Donc, on a fait nos études d'association. On a détecté 285 gènes qui seraient impliqués dans la réponse à la sécheresse, en tout cas la tolérance à la sécheresse, donc dans une perspective à long terme. Puis on a couplé ça avec des données transcriptomiques. Donc là, c'était des données qui issues d'une expérience en chambre de croissance, en conditions contrôlées. Puis là, on a vu 110 gènes qui répondaient
en termes d'expression qui répondait à la sécheresse, donc dans une perspective à long terme. Donc, là, passons maintenant à nos conclusions. Je voulais savoir si on était capable d'améliorer la résilience à la sécheresse et l'épinette blanche. La réponse, c'est oui, a priori. Est-ce qu'on a la recette magique? J'aimerais bien répondre oui à Astérix, mais le problème, c'est que c'est pas tout à fait ça dans les faits. Il nous faudrait valider ces observations, notamment sur plusieurs jardins communs, pour pouvoir vous répondre oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? On travaille fort, notamment avec Nathalie, on travaille fort à trouver d'autres traits qui seraient pertinents, justement, pour cette tolérance à la sécheresse. Donc là, on est en train de finaliser un projet sur les signatures isotopiques et on a parti depuis quelques mois un autre projet aussi qui visera effectivement à évaluer des traits représentant la réponse de l'anatomie du bois au sein de la saison de croissance. Donc, je vais être très heureuse de répondre à des questions à la fin de votre session. Et puis, je remercie le comité organisateur du CEF, mes collègues et nos collaborateurs.